Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction des exercices 11, 12 et 13, page 79. Alors ces exercices ont pour but de manipuler les formules qui seront évaluées donc une prochaine fois lors d'un prochain cours. Alors, le premier, c'est le 11, c'est la masse perdue par le Soleil. Alors, premièrement, on vous demande donc de calculer l'énergie rayonnée par le Soleil en 1 seconde, puis en 1 jour. Alors, vous voyez, on a des données. Donc, les données, c'est quoi? On a la puissance rayonnée par le Soleil, donc qui va se mesurer en watts. On a l'équivalence masse-énergie ici d'Einstein, E égale delta M fois C carré, avec les unités que l'on a ici. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est l'énergie. Alors l'énergie, par contre, alors je pourrais essayer de la calculer avec delta M fois C carré, mais si je regarde la deuxième question, on vous demande d'en déduire la masse perdue. Donc en fait, le delta M va être calculé dans la deuxième question. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une autre possibilité pour calculer l'énergie. Alors dans votre cours, vous avez dû voir une autre formule. Alors je vais marquer ici exercice 11. Donc pour l'exercice 11, la première question qui se trouve ici, eh bien cette formule c'est E égale P fois T. Alors, P fois T c'est quoi? E c'est l'énergie qui va se mesurer en joules. Donc ici ça va être des joules. P c'est la puissance qui va se mesurer en watts. Et T c'est le temps qui va se mesurer en secondes. Donc ce qui veut dire que si je veux calculer l'énergie rayonnée par le soleil en 1 seconde, j'ai tout, puisque regardez bien, j'ai le temps, j'ai 1 seconde, et la puissance, je l'ai, je vais pouvoir passer à mon application numérique. Alors, ce qu'on va peut-être noter, c'est que, on va noter peut-être ici que pour 1 seconde, qu'est-ce que l'on a? On a E égale P fois T, et donc la puissance c'est 3,84 fois 10 puissance 26 watts, multiplié par le temps qui est égal à 1 seconde. Donc le calcul est assez facile à faire. On va trouver que E est égal à 3,84 fois 10 puissance 26. Attention ici, puisque c'est l'énergie, ça va se mesurer ici en joules. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la question. Donc je vais pouvoir noter cette valeur-là. Alors maintenant, la deuxième partie de la question, on vous demande pour une journée. Alors je vais faire un petit astérisque. Donc pour un jour. Alors pour un jour, ça va être la même formule. Je vais peut-être l'appeler E' pour dire que c'est une autre valeur. Donc c'est toujours la même puissance. Par contre, le temps ici va être autre chose. Je vais faire fois T'. Alors ici, la puissance, c'est 3,84 fois 10 puissance 26. Par contre, fois une journée. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ici, si je regarde ma formule, des secondes. Donc, il va falloir que je convertisse ici mes jours en secondes. Dans une journée, j'ai 24 heures. Donc, je fais fois 24. Et dans une heure, j'ai 3600 secondes. Donc, fois 3600. On peut sortir la calculatrice. Et dans ce cas-là, si on sort la calculatrice, vous allez trouver une valeur de E' qui est égale à 3,32 fois 10 puissance 31. 3,32 fois 10 puissance 31 joules. Voilà. Donc là, j'ai répondu à ma première question. C'était donc calculer l'énergie rayonnée par le soleil en 1 seconde puis en 1 jour. Je vais répondre à la deuxième question, c'est-à-dire en déduire la masse perdue par le soleil chaque seconde puis chaque jour. Alors là, c'est par contre, donc on veut la masse, donc on veut ici ce delta M qui se trouve ici. Alors vous avez des petites barres sur les côtés. Ces petites barres, ça veut dire valeur absolue. Ça veut dire qu'en gros, si la valeur est négative, je prendrai uniquement la valeur positive. S'il y a un moins, je l'enlève. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça, valeur absolue, c'est-à-dire que j'enlève les signes moins, je n'aurai que des valeurs positives. Alors, il y a une chose qui n'est pas donnée dans l'énoncé, mais ce sera donné forcément à chaque fois, c'est la valeur de C. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, c'est ce qu'on appelle la célérité, et sa valeur est égale à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Alors ça sera toujours donné, c'est pas un problème. Alors moi je veux le delta M. Alors vous voyez par contre ma formule n'est pas mise dans le bon sens. Je vais la réécrire et puis dans ce cas-là je vais pouvoir, je vais écrire ici, donc petit 2. Donc je vais réécrire la formule qui est écrite à côté. Donc E égale valeur absolue de delta M fois C carré. Voilà. Alors si la valeur absolue vous embête les deux petites barres, vous en tenez pas compte, c'est pas très grave. Par contre moi je veux delta M. Donc ça veut dire que ici j'ai un fois, c'est le point ici veut dire multiplier. Ce qui veut dire que si je veux avoir juste le delta M, je vais passer le C carré de l'autre côté, je vais donc diviser par C carré. Ce qui veut dire que la variation de masse, donc delta M, la valeur absolue vous embête, vous n'en mettez pas. C'est donc égal à E sur
C carré. Voilà. Alors je vais calculer donc cette variation de masse encore une fois pour une seconde. Donc, pour une seconde, j'ai quoi? Eh bien, j'ai valeur absolue de delta M qui est égale à E. Alors la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, 3,84 fois 10 puissance 26. 3,84 fois 10 puissance 26 que je divise par C carré. Alors C carré, on a vu, c'est 3,00 fois 10 puissance 8. Alors il faut surtout pas oublier une chose, réfléchissez, ici il me manque quelque chose, c'est le carré. Alors le carré, je ne peux pas juste mettre ça au carré, hein. Il faut absolument mettre ici une parenthèse, parce que sinon, eh bien ce carré-là ne vaudra que pour la puissance de 10, alors que si je mets la parenthèse, eh bien il vaut pour l'ensemble ici. Donc il ne faut surtout pas oublier de le mettre ici sur sa feuille, il ne faut surtout pas oublier de le mettre sur sa calculatrice. Donc la variation de masse sera égale à, alors là il faut sortir la calculatrice, on trouve 4,27 fois 10 puissance 9, 4,27 fois 10 puissance 9. Alors c'est une masse, en quelle unité se mesure la masse? Se mesure en kilogrammes. Voilà, donc ça c'est mon premier résultat. Je vais faire maintenant ce calcul pour une journée, donc deuxième astérisque. Donc pour une journée, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va être la même chose, hein, sauf que je vais changer ici ma valeur de l'énergie. C'est-à-dire que je vais appeler ça donc la variation de masse M'. Donc c'est toujours la puissance, sauf que la puissance n'est plus la même. Hein. La puissance, elle est donnée ici, c'est 3,32 fois 10 puissance 31. Donc je vais la réécrire ici. Donc 3,32 fois 10 puissance 31, que je divise par c carré, ça ne change pas, c'est 3,00 fois 10 puissance 8, ici au carré. On peut sortir eh bien, la calculatrice. Il faut vraiment essayer de faire le calcul, c'est pas le genre de contrôle qu'on fait la première fois un calcul, sinon c'est le meilleur moyen de se tromper. Donc ici, ça va vous donner, si je fais mon calcul, 3,69 fois 10 puissance 14. Évidemment, c'est une masse, c'est toujours en kilogrammes. Voilà. Alors, on peut toujours faire une petite phrase après pour écrire la variation de masse en une journée perdue vaut, voilà, etc. Donc on va pouvoir faire une petite phrase. Moi j'ai pas de la place ici, c'est un peu pénible. Mais on peut très bien rédiger ça correctement. Voilà, ça c'était pour le premier exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice, c'est-à-dire le numéro 12. Donc le numéro 12, on vous dit donc que dans les étoiles, la fusion des noyaux d'hydrogène en hélium s'effectue selon le cycle de réaction que l'on peut résumer par l'équation suivante. Alors cette équation veut dire quoi? Et ici vous avez 4 noyaux d'hydrogène qui vont fusionner pour former un noyau d'hélium, et ici deux particules avec notation 0, E1. Alors ça c'est ce qu'on appelle des positrons, ce n'est pas à savoir, donc vous avez donc ici deux positrons qui vont être émis, et en même temps vous allez avoir ici un rayonnement gamma. Alors ici c'est une lettre grecque, c'est la lettre gamma. Alors ça ne va pas du tout rentrer dans notre calcul, puisque vous voyez ici c'est 0,0, ça n'a pas de masse, c'est un photon, c'est ce qu'on appelle un petit grain de lumière qui n'a pas de masse. Donc ça va pas intervenir du tout dans notre réaction. Alors premièrement, on vous demande de calculer la variation de masse entre les produits et les réactifs lors de cette réaction de fusion. Alors, en fait, il faut savoir ici que, eh bien, tout ce que vous avez à gauche de la flèche, ça, c'est ce que l'on appelle les réactifs. Donc, vous avez ici les réactifs, et tout ce que vous avez à droite ici, eh bien, ça, c'est ce que l'on appelle les produits. Donc moi, je veux calculer la variation de masse entre les produits et les réactifs. Comment je vais faire? Alors je vais noter ici, donc exercice 12. Donc l'exercice 12, première question. C'est-à-dire que votre variation de masse, delta M, ça veut dire que j'enlève les moins s'il y a des moins qui apparaissent à la fin de mon calcul. Dans le calcul, j'ai le droit de faire des moins, mais par contre, à la fin, je n'aurai pas le droit d'avoir de moins qui apparaît. Donc c'est quoi? Eh bien, ça va donc être la masse de mes produits. Donc je vais marquer masse produit moins la masse ici de mes réactifs. Voilà, que j'ai mis en vert. Alors maintenant je peux passer ici à mon calcul. Alors quels sont mes produits? Alors mes produits sont ici, j'ai la masse de mon noyau d'hélium, donc je peux marquer masse 4 de He, ça c'est pour le noyau d'hélium, plus, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux positrons, donc 2 fois la masse d'un seul
positron, alors c'est, pardon, excusez-moi, c'est un 1 ici, voilà, hop, petit e, moins, ici, dans ce cas-là, eh bien la masse de mon réactif. Donc ici, j'ai 4 noyaux d'hydrogène, donc moins 4 fois la masse d'un noyau d'hydrogène. Voilà. On peut remplacer par les valeurs maintenant. Donc alors les valeurs sont données à cet endroit-là. Alors j'ai pas beaucoup de place ici, il faudrait que je décale tout. Voilà, on va décaler, c'est plus facile. Donc j'ai ici donc la masse d'un noyau d'hélium qui est donné à cet endroit ici. Donc elle est donnée là. Donc ça c'est donne 6, je recopie les valeurs, 64, 65 fois 10 puissance moins 27. Voilà. Plus 2 fois la masse du positron, c'est-à-dire 9,963 fois 10 puissance moins 31, moins 4 fois et bien, la masse de l'hydrogène, c'est-à-dire 1,6727 fois 10 puissance moins 27. Donc 1,6727 fois 10 puissance moins 27. Voilà, j'arrive à peu près à tout faire. C'est un peu long comme calcul. Alors, je sors la valeur. Ici, je sors la calculatrice. Et donc, si un signe moins, eh bien, je vais l'enlever. Et donc, si un signe moins apparaît, donc on reste le calcul et on garde que la valeur positive. La valeur positive ici va me donner 4,23 fois 10 puissance moins 29 kg. Donc, 4,23 fois 10 puissance moins 29 kg. Voilà. Donc là, j'ai réussi à calculer ma variation de masse. Je peux le remarquer ici. C'est celle-ci. Bien. Alors, donc maintenant, en déduire l'énergie libérée par la fusion de 4 noyaux d'hydrogène à l'aide de la relation d'Einstein. Alors, la question petit 2. La relation d'Einstein vous dit que E égale, donc justement cette valeur qu'on vient de calculer, fois C carré. J'ai plus qu'à appliquer ma valeur. Donc ça vous donne ici, je vais enlever ça. Alors ici, ça vous donne donc 4,23 fois 10 puissance moins 29 fois C carré, c'est-à-dire 3,00 fois 10 puissance 8, ici, le tout au carré. Voilà, on n'oublie surtout pas ce carré, sinon évidemment c'est faux. Ce qui veut dire que l'énergie que je vais libérer pour mes 4 atomes d'hydrogène, eh bien ça va être de 3,81 fois 10 puissance moins 12. 3,80 fois 10 puissance moins 12. Je n'oublie pas mon unité, l'unité ici c'est une énergie, ce sont des joules. Voilà, donc j'ai réussi à faire ici mon calcul. Donc, alors, dernière question. La dernière question est un petit peu bizarroïde. Bon, si on a un petit peu de mal sur cette question-là, c'est pas bien grave. On vous dit donc, on admet que chaque seconde, le Soleil transforme environ 720 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Calculez la quantité d'énergie. Quelle est la quantité d'énergie quelle quantité d'énergie le Soleil produit-il chaque seconde? Alors, ici on voit bien qu'il y a peut-être pas y avoir une sorte de proportionnalité à faire, mais on a un petit peu de mal peut-être à voir à quoi ça correspond. Alors on va dire à quoi ça correspond cette énergie que l'on vient de calculer. Eh bien cette énergie, c'est l'énergie que je vais pouvoir libérer, eh bien quand je vais avoir mes 4 atomes ici d'hydrogène de réactif qui vont qui vont fusionner. Donc ce qui veut dire que si je connais la masse de 4 atomes d'hydrogène, eh bien cette énergie-là va correspondre à cette énergie que je vais éliminer. Maintenant, si j'ai une valeur de masse d'hydrogène qui est plus importante, par exemple 720 millions de tonnes, justement, quelle est l'énergie que je vais libérer? Alors, en fait, on va pouvoir noter que petit 3, eh bien, 4 noyaux d'hydrogène, je vais marquer H pour aller plus vite, donc la masse de 4 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 4 fois la masse d'un noyau d'hydrogène. Alors ça nous donne quoi? Alors c'est 4 fois la valeur qui est marquée pour la masse de l'hydrogène, c'est-à-dire 1,67 27 fois 10 puissance moins 27 ici. Alors si je fais ce calcul-là, on trouve 6,69 fois 10 puissance moins 27 kg. Voilà. Donc en fait, donc 4 noyaux d'hydrogène, je reprends ma phrase, donc avec cette masse-là, eh bien libère eh bien 3,81, la valeur qu'on a calculée juste avant. Je vais peut-être faire un dézoom pour que ce soit plus facile à voir. Voilà. Donc 3,81 fois 10 puissance moins 12 joules. Voilà. Donc ma masse
qui se trouve ici, libère cette quantité d'énergie-là. Maintenant, si j'ai une masse plus importante de 720 millions de tonnes, quelle est l'énergie que je vais libérer? Alors regardez bien, en fait, on a un produit en croix. Hein. Je vais refaire ma petite valeur. Hein, donc ici, 6,69 fois 10 puissance moins 27 kg, eh bien, vous libère une énergie de 3,81 oh, c'est pas bien fait du tout, fois 10 puissance moins 12 joules. Donc maintenant la question est, bien, combien je vais obtenir d'énergie si j'ai 720 millions de tonnes. Voilà. Donc ici, hein, ça va être ici mon produit en croix. Alors, par contre, ici on a un souci. Le souci c'est quoi? C'est que j'ai des kilogrammes ici, j'ai des tonnes. Alors bah, je vais changer mes millions de tonnes, hein, je vais effacer. Et puis, je vais essayer de mettre ça en kilogrammes. Alors, million, c'est combien? Bah, million, c'est 10 puissance 6. Donc, fois 10 puissance 6. Et tonne, une tonne, c'est 1000 kg. Donc, c'est 10 puissance 3. C'est-à-dire ici, hein, si je fais mon calcul, ça vous donne 720 fois 10 puissance 6 plus 3, ça vous donne 9, ici, kilogrammes. Voilà. Donc là, je peux faire mon produit en croix. Alors, le produit en croix, je vais faire peut-être une autre couleur. Hein. Je vais donc, ici, faire, je vais faire mon produit en croix, ça fois ça fois ça. Enfin non, ça fois ça divisé par le dernier. Donc ça vous donne 720 fois 10 puissance 9 fois 3,81 fois 10 puissance moins 12. Et donc divisé par 6,69 fois 10 puissance moins 27 kg. Voilà, on sort la calculatrice, que là le calcul est un petit peu compliqué. Et donc on va trouver 4,1 fois 10 puissance 26 joules. Voilà. Donc en gros, alors on peut mettre une phrase, je vais pas le faire ici, mais on peut mettre une phrase, donc que l'énergie libérée par 720 millions de tonnes d'hydrogène produit une énergie de 4,1 fois 10 puissance 26. Alors cette valeur est ici pas très très loin justement de la constante solaire qu'on avait vue en une seconde, hein, parce que l'énergie qui allait libérer le soleil, la puissance qui allait libérer votre soleil en une seconde. Donc ici, voilà, on en reste à peu près dans les valeurs. Bon, cette dernière question est un petit peu compliquée, vous inquiétez pas si vous avez un peu plus de mal. On va passer maintenant au dernier exercice. Alors, ce dernier exercice, ici, donc, on vous dit donc, pour mesurer la température de la lave, les vulcanologues utilisent des pyromètres optiques. Ces appareils captent le rayonnement infrarouge émis par un corps et fournissent une estimation de sa température de surface sans entrer en contact avec celui-ci. Alors, première question, la température de la lave éjectée par un volcan est comprise entre 600 degrés Celsius et 1300 degrés Celsius environ. Déterminez l'intervalle de longueur d'onde dans laquelle se produit l'émission maximale. Alors ici, il y a des données. Ça, ce sera donné forcément aussi au contrôle. Alors, on vous donne ce qu'on appelle la loi de Wien, hein, T égale 2,89 fois 10 puissance 6 sur lambda max, avec lambda max, donc, eh bien, la longueur d'onde maximale d'émission du corps noir, donc qui va se mesurer ici en nanomètres. Et on vous donne aussi la conversion des degrés Celsius en Kelvin, puisque si j'ai une valeur ici, alors cette lettre-là, ne soyez pas, ça s'appelle θ, hein, je rappelle, donc c'est une sorte de petit œuf avec une barre au milieu, c'est une lettre grecque θ, ça va être la température en degrés Celsius, donc si je connais ici en degrés Celsius ma valeur, donc 600 degrés, et que j'ai besoin de la calculer en Kelvin, eh bien je vais rajouter la valeur 273,15. Voilà, donc ici, on va vous demander donc justement d'appliquer cette formule qui va se trouver ici pour calculer le lambda max. Alors, avant de calculer lambda max, on va peut-être justement faire nos conversions de température. Donc c'est-à-dire que, je vais marquer ici exercice 13, la première question. Alors la première température, je vais l'appeler T1. T1, ça va être égal à quoi? C'est 600 degrés Celsius plus justement 273,15 pour la convertir en Kelvin, donc le calcul vous donne 873,15 Kelvin. Voilà. La température des deux, T2, je vais faire exactement la même chose. Je vais donc prendre ma deuxième valeur, c'est-à-dire 1300 degrés Celsius plus 273,15. Et donc dans ce cas, ça vous donne 1573,15 Kelvin. Voilà. Donc maintenant, à partir du moment où j'ai les bonnes valeurs, hein, c'est-à-dire que la température ici en Kelvin, tout va bien, et la valeur que je pourrais calculer de lambda max sera, elle, par contre, directement en nanomètres. Alors donc, si j'applique ma formule, j'ai un petit souci ici, c'est qu'elle n'est pas dans le bon sens. Donc, petit 2, alors non, j'ai toujours la question 1, pardon. Donc, la formule, c'est T égale 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par lambda max. Voilà.
Moi, le problème, c'est que je veux justement ce lambda max qui se trouve ici. Alors, il va falloir que je le passe au numérateur. Alors, plusieurs possibilités, hein, soit vous savez faire directement, il y a une méthode assez simple, hein, qui consiste tout simplement à inverser le sens des fractions. Par exemple, vous voyez ici, je suis divisé par 1, et donc je me retrouve dans une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que je peux dire que ça fois ça égale ça fois ça. Voilà, donc je peux le faire. Alors, je peux tout simplement aussi inverser les deux, hein. Je peux inverser, je vais le faire en rouge. Donc, tout ce qui est ici, donc, mes flèches, hein, voilà, tac. Voilà, je vais le faire ici. Bon, c'est pas très joli. Mais les deux ici, je peux les inverser. C'est-à-dire que le lambda max, je peux le mettre à la place du t, le t à la place du lambda max. Ce qui vous donne que, eh bien, vous avez lambda max est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 sur t. Ben voilà, j'ai fait ma formule. Maintenant, j'ai plus qu'à passer à l'application numérique, donc ce qui va être très facile. Alors, je vais le faire en deux fois. Donc, je vais calculer par exemple le lambda max. Je vais le noter 1 pour la température T1. Eh bien, c'est 2,89 fois 10 puissance 6 que je divise par ma température de 873,15. Et si on fait un calcul, on trouve approximativement 3300 l'unité des nanomètres, et on sait qu'on est dans ce cas-là dans l'infrarouge ici. Je peux faire la même chose avec le lambda max 2. Donc lambda max 2 c'est égal à 2,89 fois 10 puissance 6 que je divise par 1573,15, et dans ce cas-là, ma valeur me donnera environ 1800 nanomètres. Voilà, j'ai réussi à calculer le maximum. Il nous reste une dernière question. Ah non, oui, on demande un encadrement. Alors, il me semble bien que c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, on vous demande déterminer l'intervalle de longueur d'onde dans lequel se produit l'émission maximale. Donc, eh bien, l'émission maximale se produira entre 1800 nanomètres et 3300 nanomètres. Voilà. Bon, ça peut noter en se faisant une petite phrase, mais pour moi ça va être compliqué ici. Alors donc, dernière question, c'est la question petit 2. La question petit 2, alors pareil, je vais le faire à l'oral. Vous pouvez noter donc, expliquer l'intérêt du pyromètre pour les vulcanologues. L'intérêt du pyronomètre, c'est tout simplement de pouvoir mesurer une température, eh bien, à distance, parce qu'évidemment, sinon, si on met un thermomètre à l'intérieur, ça risque d'être compliqué, et puis on risque de se brûler, enfin, donc ça risque d'être dangereux. On peut mesurer grâce à cet instrument ici optique, eh bien, la température de surface de votre lave sans se brûler. Voilà. J'en ai terminé pour cette correction. Je vous dis à bientôt. Au revoir.